Je tenais encore la tarte quand mon père m'a dit de ne plus jamais rentrer à la maison. C'était une tarte à la citrouille toute chaude, sa préférée. Je l'avais préparée la veille au soir, avec la vieille recette de maman, celle avec un peu plus de muscade et cette étrange demi-cuillère de sirop d'érable qu'elle tenait à ajouter. J'avais conduit 3 heures dans le brouillard pour la lui apporter, comme je le faisais chaque année. C'était Thanksgiving. J'étais à la maison. Du moins, je le croyais. Nous n'avions même pas encore dit la prière. La dinde n'avait pas été découpée. La farce fumait encore dans le plat en cristal que maman ne sortait qu'une fois par an. Et moi, j'étais toujours debout, toujours souriante, toujours en train de tenir cette tarte quand papa a dit « Prends les $50 000, Rachel. Ou ne reviens plus jamais. » Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Ou que c'était une blague de mauvais goût. Papa n'était pas du genre à faire dans le théâtre, et Thanksgiving n'avait jamais été un moment pour les drames, pas dans notre famille. Du moins, pas avant ce soir-là. Mais personne n'a ri. Lisa était assise de l'autre côté de la table, les mains jointes sur les genoux comme à un enterrement. David fixait la nappe. Même maman, douce, discrète maman, refusait de croiser mon regard. Je ne me suis pas assise. Je ne pouvais pas. Le plat de tarte reposait dans mes paumes, soudain bien plus lourd qu'il ne l'aurait dû. Je les regardais, bêtement, comme s'ils pouvaient m'expliquer ce qui se passait. « Pardon », ai-je dit. La mâchoire de papa s'est contractée. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. De quoi m'accuses-tu exactement? Lisa a enfin levé les yeux. Ils étaient rouges, son mascara collé dans les coins, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Mais sa voix était nette. Le compte de maman. $50 000 ont disparu le mois dernier. Juste après que tu l'as aidé à installer la banque en ligne. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. C'était vrai que je l'avais aidée avec ses comptes. Elle était nerveuse à l'idée d'abandonner le papier, quelque chose à propos de la méfiance envers le cloud. Alors, un dimanche après-midi, je m'étais assise avec elle, je lui avais montré l'application, les mots de passe, les questions de sécurité. Elle avait même tout noté dans un petit carnet qu'on gardait dans le tiroir de la cuisine. C'était il y a 4 semaines. 4 semaines et maintenant il me disait que c'était à ce moment-là que j'avais volé. Vous êtes sérieux? Ai-je murmuré. Vous pensez que j'ai pris l'argent de maman? David a enfin parlé, sa voix raide comme si ça lui faisait mal de prononcer les mots. On ne voulait pas y croire. Mais la banque a confirmé que les retraits ont été faits en ligne. Personne d'autre n'avait accès. Personne d'autre, sauf moi. J'ai regardé maman. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas acquiescé. Elle n'a pas secoué la tête. Elle a juste pris sa serviette et l'a pressée contre sa bouche, comme si elle allait vomir. C'est là que j'ai compris. La tarte. La circulation. Le rituel annuel. Rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'étais plus leur fille. J'étais une suspecte. J'ai déposé la tarte, très doucement, sur le bord du comptoir. Le plat en métal a cliqueté légèrement contre le granit. J'ai attrapé mon manteau sur le dossier de la chaise où je l'avais posé plus tôt. Je n'ai rien dit. Tu as jusqu'à la fin de la semaine, a dit papa doucement dans mon dos. Après, on en parle à l'avocat. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. Je n'ai pas crié, ni juré, ni frappé le volant comme dans les films. J'ai juste conduit, le manteau à moitié boutonné, la tarte toujours posée, intacte, sur le comptoir derrière moi. Les rues étaient calmes, éclairées par les lumières des porches et des dindes en papier collées aux fenêtres. C'était la nuit de Thanksgiving, et toute la ville sentait la sauce, la cannelle et la paix. Sauf moi. Je me suis arrêtée dans le même petit motel au bord de la route que je voyais toujours en arrivant en ville, mais où je n'avais jamais eu de raison de m'arrêter. Le réceptionniste ne m'a pas demandé pourquoi j'avais besoin d'une chambre un jour férié. J'ai été reconnaissante pour cette petite grâce. La chambre sentait le vieux tapis et le pop-corn au micro-ondes. J'ai retiré mes bottes et je me suis assise au bord du lit, les mains encore tremblantes. J'avais 34 ans. J'étais experte comptable senior en criminalistique. On me confiait des audits à plusieurs millions. Et mes propres parents pensaient que je les avais volés. Le pire? Je n'étais même pas vraiment surprise. Pas complètement. Il y avait eu des signes. Des petites choses. La façon dont Lisa levait les yeux au ciel quand maman vantait mes promotions. La fois où papa m'avait demandé, « Tu ne crois pas qu'il est temps de te poser un peu? Tu sais, de vivre un peu ?» Comme si ma carrière ne comptait pas vraiment. Même à Noël dernier,
quand j'avais proposé de payer pour refaire la toiture de la maison, David avait marmonné quelque chose à propos de moi, essayant d'acheter leur loyauté. Je pensais qu'il plaisantait. Je croyais qu'on était encore une famille. Je me suis allongée sur la couverture et j'ai fixé le plafond. J'ai essayé de repasser dans ma tête le jour où maman m'avait demandé de l'aider avec son compte bancaire. Chaque clic, chaque connexion, chaque réinitialisation de mot de passe. Est-ce que j'avais oublié quelque chose? Est-ce que quelqu'un d'autre avait vu le carnet qu'on gardait dans le tiroir? Le tiroir. Il n'avait jamais été verrouillé. N'importe qui aurait pu l'ouvrir. Lisa vivait encore à la maison par intermittence, selon sa situation. David avait une clé. C'était moi qui avais accompagné maman pour tout configurer, oui, mais ça ne faisait pas de moi la seule à tout savoir. Et pourtant, ils l'avaient cru. Ils avaient cru que j'avais attendu que maman tombe malade juste pour lui voler son argent. 50 000 $. Comme si j'en avais besoin. Comme si j'en étais capable. Mon téléphone a vibré, un message de Lisa. On ne voulait pas en arriver là, mais tu nous as rendu la confiance impossible. Pas de « Joyeux Thanksgiving ». Pas de « J'espère que tu vas bien ». Juste ça. Comme si j'avais tout cassé. Comme si c'était moi qui leur devais des excuses. J'ai posé le téléphone face contre la table. Au travail, je passe mes journées à démêler des fraudes financières cachées, des sociétés écrans, des factures fictives. Je sais reconnaître quand l'argent disparaît et quand quelqu'un veut faire croire que c'est la faute d'un autre. Et là, tout de suite, j'étais celle qu'on avait choisie pour endosser la chute. J'ai fixé le plafond jusqu'à ce que les lumières deviennent floues. S'il voulait me traiter comme la criminelle de la famille, alors peut-être qu'il était temps que je commence à enquêter comme telle. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Pas de réveil, juste l'instinct. Des années à traquer la fraude d'entreprise m'avaient appris une chose. L'argent ne disparaît jamais vraiment. Il est juste redirigé. La clé, c'est de savoir où chercher en premier et qui en profite. Je me suis versé un café amer dans le hall, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le petit bureau de la chambre de motel. Mon cabinet enquêtait justement sur un schéma de fraude financière ciblant des personnes âgées, des retraités avec des économies modestes, vidés en 3 retraits successifs, chacun juste en dessous du seuil de déclaration fédérale. Ce n'était pas limité à une seule banque. Mais une revenait plus souvent que les autres, Greenwell Mutual. La banque de maman. Je n'avais jamais dit à ma famille que je participais à cette enquête. C'était confidentiel, techniquement, mais j'avais l'autorisation d'examiner les données de transactions en interne, et je savais exactement à qui m'adresser. J'ai envoyé un message rapide à Théo, l'agent de conformité chargé de notre dossier actuel. Juste un nom, une période de date, et une localisation. Moins d'1 heure plus tard, j'avais ce qu'il me fallait. Horodatage, montant des retraits, registre des guichets. 3 retraits sur le compte de ma mère, espacés de 5 jours. Premier, 20 000 $. Deuxième, 15 000 $. Troisième, 15 000 $. Chacun effectué en personne, pas en ligne. C'était la première faille. Il m'avait accusé d'avoir utilisé la banque en ligne. Il disait que j'étais la seule à y avoir accès. Mais si l'argent avait été retiré en personne, ce n'était pas moi. J'ai cliqué sur le lien vers les images de vidéosurveillance. Basse résolution, mais assez nette. La première vidéo s'est lancée, Greenwell Mutual, 10 octobre, 14h13. Une jeune femme s'approche du guichet, jetant des coups d'œil nerveux par-dessus son épaule. Queue de cheval blonde. Sweat gris. Grandes lunettes de soleil. Au début, j'ai cru que quelqu'un avait peut-être engagé un intermédiaire, une inconnue payée pour se faire passer pour maman. Mais puis la fille s'est approchée de la caméra, a baissé son masque pour parler à la guichetière. Lisa. Même avec l'image granuleuse, j'ai reconnu ce visage. J'avais gardé ce visage. Je l'avais vu souffler des bougies d'anniversaire, pleurer pour des histoires de cœur ratés. Elle s'agitait, tapotant ses doigts sur le comptoir. Elle a tendu ce qui semblait être la pièce d'identité de maman et a signé un document. Son écriture n'avait pas changé depuis le lycée. Je me suis adossée à ma chaise, la lumière de la chambre de motel vacillant au-dessus de moi. Ils n'avaient pas seulement volé l'argent. Ils avaient tout planifié, réfléchi au bon moment, attendu que j'aide maman à passer au numérique, puis utilisé cela comme couverture pour m'accuser. J'ai ouvert la deuxième vidéo, 15 octobre, même agence. Cette fois, c'était David. Pas de déguisement. Pas d'angoisse palpable. Calme. Sûr de lui.
Il a plaisanté avec la guichetière, a signé comme s'il était le propriétaire du compte. Troisième vidéo. Lisa, encore. Même sweat à capuche. Lunettes de soleil différentes. L'arrogance me donnait la chair de poule. Mais il manquait encore une pièce du puzzle. Comment avait-il eu accès à la pièce d'identité de maman et à ses informations bancaires? Puis je me suis souvenu. 2 semaines avant que je n'aide maman à installer l'application, elle avait passé des examens ambulatoires à l'hôpital. Rien de grave, juste des examens préliminaires. Lisa s'était portée volontaire pour passer la nuit avec elle. Le sac de maman était resté avec elle tout le temps. Son chéquier. Ses relevés bancaires. Son permis de conduire. C'est là que tout avait commencé. Mais ça ne s'était pas arrêté là. J'ai vérifié les métadonnées de la configuration du compte. La première connexion après mon départ ne venait pas du téléphone de maman, mais d'une tablette connectée au Wi-Fi de la maison. Même adresse IP que celle utilisée par Lisa pour regarder Netflix. Et le mot de passe à usage unique, le fameux OTP, avait été envoyé à une adresse mail secondaire. Je ne l'avais pas enregistré. Je l'ai vérifié. Le numéro de téléphone de récupération appartenait à David. Ils n'avaient pas seulement été négligents. Ils avaient été arrogants. Ils pensaient que personne ne poserait de questions. Pas si la fille à succès était la coupable évidente. Pas si le reste de la famille parlait d'une seule voix. J'ai refermé l'ordinateur portable. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un moment de désespoir. Ni un prêt mal géré. C'était une fraude. Et ils avaient utilisé mon amour pour maman comme écran de fumée. J'ai refermé le sac de l'ordinateur et pris le téléphone. Pas pour appeler la police, pas encore. J'ai appelé mon bureau à la place. J'ai demandé à Théo quelque chose de précis, les copies papier des signatures de guichetier. J'en aurais besoin pour comparaison. Puis j'ai ouvert ma valise et sorti une fine chemise noire, du genre que j'utilise pour les présentations devant le tribunal. S'ils voulaient un « méchant » dans la famille, j'allais leur montrer à quoi ça ressemble, un méchant qui garde les preuves. Je n'ai pas prévenu. Je suis rentrée le lundi après-midi, juste au moment où le soleil prenait cette inclinaison dorée qu'il a toujours entre Halloween et Noël, cette lumière qui, autrefois, faisait de la maison un foyer. Pas aujourd'hui. L'allée était pleine, le SUV de David, la petite voiture de Lisa, la vieille berline de maman. Aucun invité. Juste la famille. Je me suis garée le long du trottoir. Je suis restée un instant, le moteur tiède, les mains posées sur la chemise en cuir posée sur mes genoux, celle qui contenait chaque reçu, chaque horodatage, chaque mensonge qu'il pensait invisible. Puis je suis sortie, j'ai monté les marches du perron, et je suis entrée. La maison sentait le bouillon de poulet et le romarin. Les lumières de la cuisine étaient allumées. J'entendais un murmure de conversation, le tintement des couverts, un rire qui ne m'appartenait plus. Je les ai trouvés tous dans la cuisine. Lisa était perchée sur le plan de travail, une tasse de café à la main, les jambes se balançant comme quand elle avait 13 ans. David était adossé au frigo, les bras croisés, le visage impassible. Maman était près de l'évier, en train d'essuyer la vaisselle avec des gestes lents et précis. Papa remuait quelque chose sur la cuisinière. Ils ont levé les yeux quand je suis entrée, et tout s'est figé. Personne n'a rien dit. Je les ai dépassés, me suis dirigée vers l'îlot central et j'y ai posé la chemise noire, sur la surface en bois lisse où, autrefois, nous étalions la pâte à biscuits. Puis je l'ai ouverte. Vous avez cru que j'avais volé maman, ai-je dit doucement. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est vraiment passé. L'air a changé, subtilement, comme juste avant un orage. Je sortis la première photo, une image extraite de la vidéosurveillance de la banque. Lisa, avec des lunettes de soleil, penchée sur le comptoir du guichet, en train de signer un formulaire. 10 octobre. 20 000 $. Pas en ligne. Pas moi. Personne ne bougea. Pas même Lisa. La deuxième photo montrait David, souriant dans un pull bleu marine, tendant un chèque. 15 octobre. 15 000 $. Je sentais ma voix trembler sur les bords, non pas de colère, mais de retenue. Ce n'étaient pas des étrangers. C'étaient les gens avec qui j'avais grandi. Les doigts de Lisa se crispèrent davantage sur sa tasse. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Je déposai les bordereaux de retrait. Même agence. Même signature. Je les ai comparés à ton écriture, Lisa. À partir de ce mot que tu as laissé sur le frigo la semaine dernière. Un silence. Puis Lisa parla enfin.
Sa voix était plus faible que dans mon souvenir. Tu as fouillé dans nos affaires. J'inclinai légèrement la tête, presque doucement. Tu as fouillé dans celle de maman. Maman s'empara des documents, ses yeux parcourant les lignes imprimées, ses mains tremblantes. Lorsqu'elle parla, sa voix était basse. Presque suppliante. Mais la banque, ils ont dit que c'était en ligne. C'est ce qu'ils croyaient, répondis-je. Mais le retrait en lui-même ne l'était pas. L'accès en ligne est venu plus tard à partir d'une tablette connectée à votre Wi-Fi. Le compte avait été configuré pour se récupérer via un email rattaché au numéro de téléphone de David. Un silence s'abattit sur la cuisine, comme une neige qui tombe. Papa arrêta de remuer. Lisa détourna le regard. David fixait le sol comme s'il espérait y découvrir une autre vérité. Tu m'as laissé croire que ma fille m'avait volé, murmura maman. Elle ne regardait personne en particulier, peut-être même pas moi. Tu m'as dit de ne pas revenir à la maison, dis-je, plus bas encore. Et tu n'as jamais demandé si je l'avais fait. C'était ça, la blessure. Pas l'accusation. Même pas la menace d'avocat. L'absence de la question. Lisa me regarda enfin. Son visage se tordit, non pas de remords, mais d'amertume. Tu as toujours tout eu. Le travail. Les compliments. Le respect. Je voulais juste rétablir l'équilibre. Je la dévisageai longuement. Elle avait l'air plus âgée que la semaine dernière. Ou peut-être que je la voyais vraiment pour la première fois. Tu n'as rien équilibré du tout, dis-je. Tu as tout brûlé. David se racla la gorge. Sa voix était plate. Elle va s'en sortir, maman. Rachel gagne plus que nous tous réunis. Ce n'était pas personnel. Je poussai un long soupir, tentant de repousser le frisson qui me remontait la colonne. C'est toujours personnel quand c'est la famille. Je vis maman s'asseoir lentement à la table, le dossier toujours ouvert devant elle. Ses mains reposaient sur ses genoux, paumes tournées vers le ciel, comme si elle ne savait plus quoi en faire. Papa parla enfin. Rachel, qu'est-ce que tu vas faire? Je croisai son regard. Pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais plus comme l'enfant dans la pièce. Je ne porte pas plainte. Mais j'ai envoyé le dossier à l'avocat de la famille. À vous de décider quoi en faire. Il hocha la tête une seule fois. Fatigué. Plus vieux que dans mon souvenir. Je refermai le dossier. Mes mains bougeaient toutes seules, mémoire musculaire acquise après des années de réunions et d'enquêtes. Cette fois, cela avait un goût de fin. Tu m'as dit de ne pas revenir tant que je n'aurais pas rendu l'argent, dis-je. Je n'ai pas pris l'argent. Mais j'ai ramené la vérité. J'attendis juste assez pour que mes mots fassent leur chemin. Puis je me retournai. Rachel, la voix de maman se brisa. Je m'arrêtai sur le pas de la porte. Thanksgiving est terminé, dis-je. C'est vous qui l'avez décidé. Je quittai la maison sans un mot de plus. Je ne pris pas le dossier. Je ne pris pas la tarte. Juste mes clés et ce qu'il restait en moi de l'espoir qu'ils auraient choisi de me croire. Je ne rentrai pas tout de suite. Je restai assise un moment dans la voiture, garée devant la maison, à regarder la fenêtre de la cuisine. Personne ne me suivit. Les lumières restèrent allumées. Le rire de Lisa ne revint pas. David n'ouvrit pas la porte. Personne ne descendit l'allée pour s'excuser. Et cela, plus que tout, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. De retour à Boston, la ville me parut plus tranchante. Plus silencieuse. Je repris le travail comme si rien ne s'était passé. Mais je n'étais plus tout à fait la même. Je cessai d'appeler le dimanche soir. Je ne consultais plus le groupe familial. Je laissai l'icône de la messagerie vocale clignoter pendant 3 jours avant d'écouter. C'était maman. Rachel, on s'est trompé. Je le sais maintenant. Je ne voulais pas y croire. Je suis désolée. Je n'attends pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches, la maison est vide. Elle raccrocha avant la fin de la minute. 2 semaines passèrent. Puis une lettre arriva. Du vrai papier. Une vraie enveloppe. À l'intérieur, une photo, moi, Lisa et David. Âge 6, 8 et 10. Assis sur le perron arrière, déguisés pour Halloween, sans coordination. J'étais l'épouvantail. Lisa avait des ailes en papier aluminium. David était juste recouvert de peinture rouge. Au dos de la photo, une seule ligne. On ne savait pas à quel point tu nous manquerais jusqu'à ce que tu partes. Aucune signature. David ne m'a jamais recontacté.
Lisa non plus. Mais selon une cousine qui vivait encore dans les environs, ils ont tous deux quitté la maison. Maman a cessé de leur parler. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Je n'ai pas demandé ce que cela voulait dire. Je n'ai pas proposé de revenir. À la place, j'ai créé quelque chose de nouveau. J'ai lancé un séminaire du week-end au collège communautaire, protection financière pour les personnes âgées. Ce n'était pas glamour. Mais c'était quelque chose que je pouvais maîtriser. Un samedi, après le cours, une femme âgée est venue me voir et m'a dit « J'aimerais avoir une fille comme vous. » J'ai souri poliment. Sans dire ce que je pensais. Moi aussi, autrefois. Décembre passa sans sapin, sans appel, sans l'échange d'ornements que j'organisais chaque année. Il existe une forme de deuil pour laquelle personne ne nous prépare. Celle qui ne vient pas de la mort, mais du constat que les gens qu'on aime ont choisi la version de vous inventer par d'autres, plutôt que la vôtre. Et qu'une fois ce choix fait, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Je garde encore le dossier. Pas dans mon bureau. Pas sur mon bureau. Juste dans un tiroir près de la bibliothèque, sous d'anciennes déclarations d'impôts et une copie de l'hypothèque. Je ne l'ai pas rouvert depuis ce soir-là. Je n'en ai pas besoin. Parce que les faits n'ont pas changé. Et moi non plus.